Bonjour à toutes. Premièrement, juste un remerciement pour l'accueil, l'organisation et des bravos à l'équipe et aux gens qui ont entouré cette équipe, parce que je trouve que cette journée est très enrichissante et voilà, et permet de mettre plein de choses. Et puis ce matin, on ne s'ennuie pas. Une brève présentation de qui je suis peut-être. C'est Jérémy qui est à la commande des... Voilà. Donc quand je vais dans les écoles, je fais à peu près, en dehors de mes cours, 2 écoles par semaine pour ce sujet-là. Et donc, voilà, l'ULB, la Haute École, ici, Léonard de Vinci. Je travaille dans les médias. Je travaille dans 4 radios également. Je suis auteur, sans prétention. J'ai créé une librairie, une maison d'édition. Et puis, l'écriture m'a amené vraiment à ce fait, cet harcèlement. Il y a le bonheur aussi. Tantôt, Serge Gilles parlait d'aimer. Et la culture et les cultures. J'ai travaillé aux États-Unis, en Angleterre, au Chili pendant 3 ans, en Argentine. Et c'est là qu'on se rend compte que les cultures, ça vous change la vie. Vous avez de la maturité en plus. Vous regardez les choses autrement. On parlait tantôt de mindfulness. Mais oui, quand on a vu d'autres cultures, quand on a vécu dans d'autres cultures, et qu'on revient en Europe, on voit les choses autrement et on apprécie les choses. Merci. Ce sera pour après. Pourquoi parler de harcèlement aujourd'hui? Alors j'insiste bien, c'est le harcèlement scolaire. Quand on devient adulte, on a l'impression que, en tout cas grand ado comme vous, les étudiants, on ne parle plus de harcèlement scolaire. Je regarde un petit peu sur les sites des hautes écoles, de l'université, Fédération Wallonie-Bruxelles. En haute école, c'est harcèlement moral, harcèlement sexuel. Et donc, je me suis posé la question, tiens, harcèlement scolaire disparaît. Fin de secondaire, c'est terminé, on arrive au supérieur. Et puis tout à l'heure, mademoiselle, évoquait une vidéo qui avait été diffusée. On en parlait aussi avec le ministre d'État, le secrétaire d'État, pardon, français. Et donc, cet harcèlement scolaire, ici en haute école, il a eu lieu il n'y a pas longtemps. Souvent le même scénario, rupture amoureuse, on l'a évoqué encore tout à l'heure, rupture amoureuse et puis on balance. On balance les photos, les vidéos de son ex, ça va dans les 2 sens. Et puis c'est parti. Et puis c'est parti. Et donc c'est réel, c'est arrivé dans les hautes écoles chez nous. C'est pas arrivé il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça arrive presque tout le temps. Et de là, alors aussi, dans l'enseignement supérieur, la forme de harcèlement scolaire renaît, ressurgit ou se poursuit. Mais on se moque, on rit, on dénigre la personne qu'on a aimée juste avant, et on en devient son pire ennemi. Et donc, pour comprendre ce qu'est le harcèlement scolaire, puisque le harcèlement moral, déjà, pour le prouver, c'est hyper difficile. Vous allez porter plainte à la police pour harcèlement moral. Il faut des preuves. On va vous dire, il faut noter, écrire. Pas juste écrire qu'un tel m'a dit ceci. Aujourd'hui, il y a eu ça. C'est à la minute près, au mot près. Vous devez avoir un livre entier avant de prouver le harcèlement moral. Alors, à votre avis, comment peut-on définir ce qu'est le harcèlement scolaire? Quelle est la formule pour dire, tiens, là, nous sommes dans une situation de harcèlement scolaire? Je peux lancer des mots à la volée, mais je reprendrai les mots qui sont justes. Comment reconnaître? Alors, ça s'adresse à tout le monde. Je me suis dit, tiens, quel est le public intéressé? Mais c'est tout le monde. Futurs enseignants, futurs parents, grands frères, les aînés. On est peut-être frère ou sœur d'un plus petit qui est à l'école, qui risque ou qui a subi les choses, et on peut ne rien savoir. Donc ça, on pourra peut-être parler
du silence, du déni. Et donc, ça peut concerner tout le monde. Et souvent, nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Donc, une situation, la définition du harcèlement scolaire. Oui? Mal-être constant qui est généré par les autres. Le mal-être constant, on va traduire ça par la violence. Donc on va essayer de reconnaître la structure du harcèlement scolaire. Évidemment, ça engendre du mal-être, des blessures qui ne se voient pas forcément. Oui? Des mots et des paroles répétées. Alors, On répète souvent. très bien, voilà, c'est le mot que j'attendais. Répéter, donc c'est la récurrence de la violence, mais alors attention, dans la violence, c'est avec une volonté de faire de la violence, volonté de faire mal, évidemment, les moqueries, tout ça, ce sont les armes. La récurrence, c'est très important, on ne peut pas parler de harcèlement si ce n'est pas répétitif. Oui? Le rejet. Il y a cette forme de rejet qui est très importante dans la forme du harcèlement, et c'est le rejet du groupe. Avec la particularité, c'est que je jette, je reprends. Je jette, je reprends, sinon on n'a plus la récurrence. Si on jette une seule fois, on bannit quelqu'un du groupe, on ne veut pas de toi dans notre groupe, ça peut s'arrêter là. Mais il peut aussi y avoir, on te bannit du groupe et on continue encore à se moquer à distance. Oui? Un bourreau et une victime. Voilà. Alors, le harcèlement scolaire, on a quelques données importantes. J'ai un peu triché. Il faut un groupe. Et ici, je viens d'avoir... Bon, on va parler de harceleur, comme ça on est tous sur la même longueur d'onde. Regardez ce que je mets. Je mets un S, vous allez savoir pourquoi. Et il me manque quelqu'un. Des témoins. Voilà. Nous avons un groupe d'individus. Tout se passe bien au départ. Et puis, je vais avoir l'alpha qui va prendre le contrôle du groupe. Il y a toujours un meneur dans un groupe, en fonction du moment, en fonction de l'opportunité, en fonction de la situation. Il y en a un qui va prendre le pouvoir. Ça aurait pu être n'importe lequel. Mais là, nous avons notre groupe, notre alpha, notre meneur alpha, et qui va mettre une certaine énergie active pour prendre le pouvoir, pour manipuler. Donc il y a de la manipulation, d'accord? Et il va choisir sa victime. Évidemment, je choisis une victime. Et ceux-là, à votre avis, qui sont-ils? Ils sont les témoins? Pas encore. Parce qu'ils peuvent d'abord tous être victimes potentielles. D'accord? Ils sont tous victimes potentielles. La question maintenant, pourquoi on est victime? On menace l'alpha. Parce qu'on menace l'alpha. Très bien. On manque de confiance. Manque de confiance. Très très bien. Quoi d'autre? Pourquoi dans un groupe je peux être victime? Une différence. La différence. Alors, toutes les réponses peuvent être bonnes, parce qu'on parle de différence, on parle de caractère, quelqu'un qui est timide, renfermé, on parle d'apparence sociale, des vêtements, la couleur d'un vêtement est dans la panoplie des jeux dangereux. Aujourd'hui, on parle de harcèlement. En étant dans les médias, je dis que le mot harcèlement est devenu à la mode. Il y a quelques années, il y a 10 ans, pas plus,
On parlait de jeux dangereux, tout le monde a entendu parler du jeu du foulard, etc. Mais les jeux dangereux, il y a une panoplie d'une centaine de jeux. Donc, ce sont des jeux où les jeunes se réunissent, là, et on décide, comme les adultes, quand on se met autour d'une table pour une réunion, on est tous d'accord du règlement. On sait qu'on va parler de telle chose dans une délibée de prof, on va parler de telle chose, on est assis, on n'a pas dû nous rappeler le règlement, on sait pourquoi on est là. Ici, on se met dans la cour, on prend une canette, on chope dans la canette, on se fait des passes, celui qui rate la passe, il se fait bastonner par tous les autres. Donc ça, c'est dans la panoplie des jeux dangereux. On leur demande pourquoi vous faites ça, et on joue. Il y a une phrase. Quand c'est trop tard, c'était pour rire. On n'a pas fait exprès, on ne savait pas. Et donc ici, on est dans le groupe. Pourquoi est-ce qu'on a formé ce groupe au départ? On ne sait pas, on s'aime bien, on s'adore, on discute, on joue, on se pousse, etc. Eh bien, moi je vous dis qu'on est victime pour beaucoup de raisons, mais à ce moment-là, on est victime potentielle et la victime déterminée, parce qu'à ce moment-là, ça se sent. Je suis faible face à un prédateur. Et donc, la simple comparaison, dans la brousse, les lions chassent, le lion, les fainéants ne chassent pas, les lions chassent un troupeau, elles n'ont pas mangé depuis 3 semaines, elles sont obligées d'aller vite, et donc, d'instinct, elles vont aller choisir le gibier, le gnou ou la gazelle, qui, pour elles, selon leur perception, leur instinct, est faible à ce moment-là. Ça ne marche pas toujours. J'ai l'image d'un gnou énorme, un adulte, qui a été perçu comme vieux, âgé, plus lourd, plus lent, il s'en est sorti. Autour de 8-9 lions, il s'en est sorti. Donc là, il y a eu une mauvaise perception. Mais on est victime à ce moment-là, parce que notre faiblesse, notre différence, on a dit, on a parlé de différence, à ce moment-là, se sent. Et donc, on est dans une situation déjà de violence, il y a des insultes, des moqueries, ça commence toujours tout doucement, c'est très crescendo. Et que se passe-t-il avec les autres, du coup? Donc là, on a la situation, on a un groupe, on a un harceleur, on a une victime. Ils ont la peur d'être victimes, donc ils suivent. Comment? Ils ont la peur d'être aussi victimes, donc ils suivent. Alors, dans cet ensemble, voilà, c'est le mot que j'attendais, il y a la peur qui règne parce que toutes les victimes potentielles ont peur. Et ils peuvent se dire, ouf, c'est pas moi, j'y échappe. Que se passe-t-il d'autre? Donc ils sont devenus témoins. Ils étaient victimes potentielles, ils sont devenus témoins. Donc la peur, la conséquence de la peur, c'est qu'elle fabrique des témoins. Il y a un doigt qui s'est levé là-haut, oui. Ils ont aussi le choix à soit de suivre l'harceleur ou soit de défendre la victime. J'adore ce mot. Je l'utilise chez les jeunes tout le temps. Ils ont le choix. On a toujours le choix tout le temps. On peut faire des mauvais choix dans la vie qui nous aident à avancer. Dans ce cas de figure-là, il y en a un qui fait le mauvais choix. Est-ce qu'il en est conscient? Est-ce qu'il n'en est pas conscient? C'est un autre débat. Mais il ne fait pas le bon choix, puisqu'il est là dans une envie de faire mal, une envie de donner de la violence, un pouvoir sur les autres, et donc avec une victime. Mais là, ici, le choix ne se pose pas pour lui, et je suis d'accord, le choix se pose pour les autres, mais ils sont cadenassés par la peur. Et donc, leur choix est de rester. Ils pourraient partir. Des gens qui sont préparés, des enfants qui ont été préparés par la communication, par l'éducation des parents, par le suivi de leur père, pourraient se dire « stop ». Et il suffit que d'un mot pour que le harcèlement s'arrête. C'est parler, 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 parler. Et donc, si l'un des témoins arrête le duel, stop le harceleur n'a plus de recours. Mais ça ne se fait pas tout le temps.
Il me manque encore une donnée, puisque je suis toujours dans le groupe. J'ai mes témoins, j'ai ma victime, j'ai mon harceleur. La question est pourquoi le harceleur est en confiance, pourquoi le harceleur va continuer sa manipulation, va continuer sa violence. Oui. Parce qu'il y a le silence ou l'impunité. Le silence, il est après. L'impunité, elle est omniprésente. Les témoins sont le réservoir qui va alimenter le harceleur. Par quoi? Par des rires, par des répétitions. Tant que le groupe soutient le harceleur par ses rires, on a tous assisté déjà en classe à une remarque, par exemple d'un prof, sur un élève et que tout le groupe ricane, plus, alors, le rôle d'un enseignant, d'un adulte face à une situation comme ça, il nous arrive de faire une remarque humoristique et que cette remarque est soutenue par le reste du groupe en rigolant, notre rôle à nous, moi j'en suis très conscient quand je fais des remarques plus, on va dire, ironiques, notre rôle est de tout de suite intervenir pour faire cesser les ricanements. Et ça s'arrête. Sinon, ça s'enchaîne sans vous, et entre eux, ils répètent la même remarque, et donc on sera dans la récurrence, dans une violence qui est ici verbale. On va avoir les types de violence, les types de harcèlement, et donc, si l'un des témoins ou plusieurs prend justement la parole pour arrêter, ça s'arrête. Donc, mes témoins ont peur d'être victimes, ils sont victimes potentielles, ils deviennent témoins et ils vont soutenir le harceleur. On a parlé de réseaux sociaux et on retrouve le même schéma dans les réseaux sociaux. On aime bien comparer que quand on était jeune de notre temps, on se bagarrait à l'école, on rentrait à la maison, ça s'arrêtait. Terminé. On ne prenait pas notre téléphone fixe et on ne continuait pas à s'engueuler, peut-être certains, mais ça s'arrêtait. On retournait à l'école, on boudait un jour ou deux, et on redevenait les meilleurs amis du monde. On était punis s'il y avait une punition à l'école et à la maison, c'était fini. Et maintenant, la dure réalité, c'est le cyberharcèlement. Avec l'intervention de M. Dillens, je me suis dit, mais bon sang, toutes les questions d'éducation. Toutes les questions d'éducation, d'apprentissage. Si on apprenait à nos jeunes, à nos petits frères et sœurs, etc., comment utiliser les ordinateurs, Internet, c'est quand même un outil formidable, on passerait peut-être à côté de ce cyberharcèlement, ça n'existerait pas. Je suis allé dans une école il y a 3 semaines près du Sablon, un institut d'enseignement spécial, donc je n'ai eu que des filles ce jour-là, 14 ans en moyenne, et je suppose que vous avez déjà tous entendu parler du Darknet. Donc c'est la version, c'est le côté obscur de la force sur Internet, hein. C'est là où on vend les armes, où on vend les enfants, où on va, etc. Et toutes les dérives. Quand on découvre ce qui se passe dans le Darknet, je pense qu'on est effrayé. Et bien on ne dit déjà plus Darknet. Donc je suis arrivé dans cette école-là, j'ai expliqué un petit peu les travers d'Internet, et ils ont sorti gentiment, sans se forcer, DeepNet. Donc, tous ces jeunes sont déjà au courant de tout ce qui se passe sur le net. Ils ont déjà tous un compte Facebook avant l'âge et ils vont plus loin. Question, comment savez-vous cela? Et j'ai vu des yeux tourner dans tous les sens, à se regarder, etc., etc. Et donc, c'est très, très inquiétant. Nous avons le rôle de parents, de grands, d'aînés, de vraiment s'intéresser à ce que font nos plus jeunes. Quand je dis intéresser, c'est vraiment un mot que j'ai choisi parce que beaucoup sont dans l'interdiction. Je pense que l'interdiction provoque des choses exponentiellement plus graves, tandis que si on s'intéresse à ce que font les plus jeunes régulièrement, les enfants quand ils rentrent de l'école, ça a été à l'école, qu'est-ce que tu as fait? On pose des questions banales, mais on écoute en même temps, on écoute ce qui se dit. Et donc pour nos frères, nos plus jeunes, il faut vraiment s'intéresser à ce qu'ils font.
et on est trop dans des rapports. Je suis le grand frère, je suis aux études, j'ai pas le temps. Il faut vraiment, vraiment revenir aux choses essentielles. Les choses essentielles, ce sont nos proches, ceux qu'on aime, c'est vraiment vos proches et s'intéresser. Et puis tout le reste nous construit et construit notre quotidien. Ce que j'aime bien aussi démontrer, parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes, les écoles sont démunies. Il y a les plans pilotes pour le moment et ça n'encourage pas les directeurs à rester en place parce qu'il y a tellement de choses à faire et à changer. Dans une école, il y a vraiment les moyens de prendre à bras le corps tous ces soucis. Et donc je dis toujours, mais quand on reste dans les 50% des problèmes, un enfant a fait ceci, on essaye de résoudre le problème, on a le PMS, on a toutes les structures qui gravitent autour de l'école, il y a moyen. Mais alors c'est tout le monde. Et c'est ce qui est difficile. On a une structure qui fonctionne toute seule, on a le raccrochage scolaire, le PMS, l'assistante sociale, les parents d'un côté avec leurs idées, et donc le discours est difficile. Je rêve d'une école où l'école c'est un microcosme où les gens s'entraident réellement. Mais on est trop dans un système où tout est morcelé. Et donc, une fois qu'on est là, allez, un mot général, hein, ça relève du médical, il faut passer le relais aux thérapeutes, à la police, etc. Ça devient ingérable. Dans certaines rencontres, j'ai des gens qui parlent de leur propre cas et c'est toujours difficile, c'est au cas par cas, de pouvoir régler de graves problèmes de harcèlement scolaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever le bras. À votre avis, quels sont, au niveau de l'école, les différents types de harcèlement pour les reconnaître? On en a dit un tout à l'heure. Donc il y a les insultes. Physique. Voilà. Physique. Imaginez dans une classe ce que vous pouvez faire. Il y a le non-verbal, il y a la gestuelle. Il y a aussi le harcèlement type matériel, c'est-à-dire qu'on va influer sur la personne uniquement en sabotant ses journées, en lui volant son matériel, en jetant son plumier par la fenêtre, en chutant dans son cartable, en déchirant ses vêtements ou en envoyant simplement de l'encre sur ses vêtements. Donc, et évidemment, le mot à la mode, il y a le cyberharcèlement. Et on peut dire que quand on clique, on tue. Dans les 10 premiers mots demandés dans une classe, notamment pour la définition, les enfants, les jeunes se mélangent un peu, le mot suicide revient régulièrement. Donc, ils sont au courant des dérives, ils sont au courant des conséquences et ils en parlent. Chaque fois que je fais une rencontre, je vais regarder ce qui se passe dans les médias et je vous avoue que pour le moment je ne dois même plus regarder parce que je reçois des liens directement sur ma messagerie. On m'envoie chaque fois des liens et donc à Jumet, il y a une semaine et demie, de nouveau une fille, 13 ans ou 14 ans, de mémoire je ne sais plus, qui s'est suicidée suite à du harcèlement scolaire. Les jeunes ne se rendent absolument pas compte, alors quand je dis les jeunes, je ratisse large, y compris nous, ici, on ne se rend pas compte du mal qu'un propos, qu'une phrase peut faire. Pourquoi? Si je m'adresse à quelqu'un que je ne connais absolument pas, même dans mes étudiants, on ne connaît pas leur vie privée, on a un petit peu du métier, du regard. Si on voit qu'un étudiant n'est pas dans le meilleur de sa forme, on voit qu'il a une attitude assez bizarre, réfractaire, violente, on va le trouver, on voit qu'il n'est pas bien, on en parle. Mais si on ne le voit pas, on peut faire une remarque blessante qui va peut-être plus l'enfoncer parce qu'on ne sait pas ce qu'il vit. Petit exemple, un jour je fais une remarque à un élève au secondaire,
il y avait des propos assez irrespectueux, impolis, rien de très grave, mais il parlait pendant qu'on prenait la parole, pendant les explications, et je lui ai dit, c'est dommage, à mon avis, tes parents ne seraient pas contents de voir comment tu te comportes ici, il m'a lâché, mon père est mort. Ça, c'est un exemple, en fait, qui prouve que si vous faites une remarque à quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il vit. Il est peut-être malheureux, il est peut-être en souffrance, il vient de passer par un épisode dramatique. Et donc, dans le harcèlement, quand je disais que ça se sent, eh bien, ça se sent. Vous allez aller plus vers quelqu'un qui est renfermé pour vous servir de lui comme punching ball qu'un gars qui fait 2 mètres et qui est musclé. Alors, ce que je viens de dire peut être directement démonté parce qu'il y a aussi des gens, alors c'est relatif, la beauté chez les filles, chez les hommes, les costauds, qui sont aussi des victimes et ça va aller chercher très loin. Et donc pour ça, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est grand, petit, gros, moche, mal habillé, etc., qu'on est d'office une victime. C'est parce qu'à un moment donné, on est faible, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, et ça se sent. Ça se sent, ça se voit. Imaginez-vous, rappelez-vous, vous avez sûrement déjà entendu cela, dans les couples, les personnes, les filles, quand elles se confient entre elles, qui disent « je tombe toujours sur le même type. Chaque fois, j'ai de nouveau une rupture, je suis encore tombé sur le même gars, c'est pas possible. » Mais il faut penser autrement. C'est qu'il y a des alphas qui gravitent autour et qui reconnaissent leurs victimes. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Le déni, c'est le silence. Pourquoi on retrouve un petit frère, une petite sœur, c'est dramatique, ça doit être une violence extrême, irréparable. Je raconte l'histoire à mon fils de 9 ans, je quitte la chambre 5 minutes, je retourne pour éteindre la lumière, je le retrouve pendu. Qu'est-ce qui se passe? Et je n'ai rien vu. On appelle ça le déni. Vous connaissez tous le déni de grossesse. Des dames, des femmes qui sont capables d'être enceintes pendant 9 mois et qui ne s'en sont pas rendues compte. Il y a des études qui prouvent quand même que voilà, on peut aider ces personnes. Les familles qui ont un enfant anorexique, même chose, on ne voit rien. Il y a des mécanismes qui se mettent en place pour qu'on ne le voit pas. Et on rentre en clinique quand on a dépassé le stade du chiffre 17. Il y a des chiffres pour l'anorexie quand on est vraiment à l'article de la mort. Eh bien, j'ai eu un retour de psychologue. Je crois que c'est une formation assez intéressante à explorer encore plus. Le déni, c'est vraiment plus personne ne voit. La victime s'arrange comme la personne anorexique. La victime s'arrange pour ne rien dire à la maison. Là, aujourd'hui, on rentre dans sa chambre, on va sur l'ordinateur et on continue à se faire violence parce que les insultes continuent sur les réseaux sociaux. Les parents ne voient rien. Et donc, le déni, on s'est dit que le déni est contagieux. C'est-à-dire que la victime ne dit rien et elle s'arrange pour que les grands ne voient pas. Et donc, cette forme de déni est contagieuse. Un petit peu... Alors, des outils, et puis je referai un lien avec le déni et le silence. Des outils, il y en a énormément. Alors, le mot outil est vraiment très important aussi, parce que tout le monde, et c'est normal, va parler de solution. Une solution, on peut dire une solution quand la situation a été réglée. Il y a des organismes en France, d'ailleurs que j'ai rencontrés grâce à TEDx. Il y a des psychologues, j'ai plus le nom, je l'ai noté quelque part, qui justement s'occupent d'enfants harcelés et elles parlent de décocher les bonnes flèches face à son agresseur. Et alors il y a des techniques en psychologie justement pour que nous, les aînés, les parents, on puisse facilement en parler à nos enfants. Et si on te dit que ton pull est moche,
tu peux répondre, mais si toi tu trouves que mon pull est moche, moi j'ai le droit de trouver que mon pull est joli, je l'aime bien. Et donc, quand on renvoie l'énergie à l'agresseur peut être à court d'arguments parce qu'il ne s'attend sûrement pas à ce qu'on lui retourne une phrase. Donc c'est pouvoir décocher les bonnes flèches à son agresseur. Ça peut prendre du temps. Elle donne un exemple, par exemple, sur une page Facebook qui s'est ouverte pour un rouquin. Voilà. Là, on traite justement d'un aspect physique différencié. Et c'est vrai que le cyberharcèlement, il va plutôt prendre ses victimes tous azimuts, au hasard. On n'est plus dans cette sphère-là où je le prends lui parce que je sais qu'il est faible, on va prendre n'importe qui, quelqu'un qu'on n'aime pas. Par contre, le schéma de l'énergie et des témoins, il existe puisque les commentaires pullulent de partout. Et ça va très vite. Si j'ai le temps, je vous raconterai une expérience qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Et donc, le roi des roues, le président des roues, il recevait des commentaires de tout le monde. Et donc, l'organisme à Paris, on discute avec lui, il ne leur donne pas d'influence, il ne donne pas de méthode, ni de solution. Et un jour, il revient au centre en disant, voilà, j'ai réussi, qu'as-tu fait ? Ben, j'ai pris le contrôle de la page en marquant, ben, vu que je suis le président des roues, etc., je suis le seul à savoir qui je suis et je suis le seul à pouvoir mettre toutes les phrases à mon sujet puisque je suis le président des roues. La page s'est fermée 1 heure après. Donc, apprendre à décocher les flèches. Et donc, peut-être que les méthodes d'essai-erreur vont fonctionner, mais nous devons donner des valeurs à nos jeunes en leur disant on éduque nos enfants, nos petits de telle façon. Les valeurs, je parlais des choses essentielles tout à l'heure, les valeurs c'est très très important. Tout ce qui est dans votre main électronique, ce n'est pas le plus important. Puisque là, vous faites de la consommation abusive, tandis que les valeurs, revenir aux choses essentielles, c'est important. Et si on éduque nos jeunes de cette façon-là, ils auront les arguments pour pouvoir répondre à de telles choses. Les chansons, c'est des outils. Les jeux de rôle, ce sont des outils. Prendre la place de victime, d'harceleur, faire des mini-scénettes dans les écoles, ça se fait. Les vidéos, on les voit sur YouTube. J'ai pas marqué c'était pour rire non plus par hasard, c'est la phrase qui donne. J'ai écrit un spectacle qui tourne dans toutes les écoles depuis 1 an et demi, qui a son succès parce que j'y étais trash dans les textes. Et pour vous dire pourquoi j'y étais trash, on est à 170 représentations, 170 représentations, et on a déjà dû arrêter une dizaine de fois parce que j'y ai mis un personnage africain et donc le thème du racisme y est aussi dedans. Et donc les étudiantes d'origine africaine, quand il y a des mots très lourds dans les dialogues, pleurent. Et donc, c'est un spectacle humoristique où, là, je balance, je ne suis pas le comédien, il y a un comédien qui joue, où j'ai balancé vraiment tout ce que j'ai déjà entendu dans ma carrière et à l'extérieur. Et c'est important que ce soit dit et écouté. Et donc, imaginez-vous que sur les réseaux sociaux, on puisse écrire un commentaire « Tu ne mérites pas de vivre ». Tout ça parce qu'on est plus joli que quelqu'un d'autre, parce qu'on pense que la beauté a des stades, parce qu'on a des vêtements de marque, etc., etc., ou parce qu'on s'est une fois affiché sur Facebook en maillot, en été, et on est traité de tous les mots. Donc, des outils comme ceci, tout est dit, il n'y a pas de secret. Là, je pense que c'est Bruel, les mots d'enfant, MAUX, et on retrouve vraiment la solitude derrière son écran. Ça vient aussi au hasard. Quel enfant sage va prendre le pouvoir? Lequel de ceux-là va prendre le pouvoir? On est un gamin qui rit pour faire rire les autres avec lui. On est dans cette situation de réservoir. Ah, j'alimente, je mets des commentaires, ah, c'est chouette, on rigole, on se marre. T'as vu ce qu'il a dit? Oh, trop bien. Mais aujourd'hui, ça tombe sur toi. D'accord? On est potentiellement victime. Oui?
Après, il chante avec la fouine. Et là, la fouine, il est un peu plus terre à terre. On a parlé de ça tout à l'heure. On joue celui qui sera le plus cruel. Les claviers s'attirent. Je le disais tantôt, vous likez, vous tuez. Votre clavier, dès que vous êtes sur Internet, vous pouvez faire du mal. Les claviers sont des armes. Moi, quand j'étais petit, on n'avait pas d'ordinateur, on restait jouer au foot et on parlait pendant des heures. Moi, je vois au restaurant des jeunes, vous, en l'occurrence, en route, je suis conducteur et on doit faire attention à tout. Et en plus, depuis quelques années, on va faire attention aux piétons qui sont avec un GSM en main, parce qu'ils ne regardent rien. La fin de la chanson de Bruel, il dit, si tu n'en parles pas, et d'abord il demande, tu vas où? Nulle part. Et lui dit, si tu n'en parles pas, tu iras nulle part. Et donc, de nouveau, la communication, parler, c'est un des moyens les plus efficaces pour qu'on en parle déjà, et qu'on puisse trouver les outils pour que ça s'arrête. Parler, et ça peut s'arrêter. La récurrence. Tous ces outils-là sont utilisés de manière récurrente. Vous utilisez les mêmes outils pour trouver les outils à utiliser de manière récurrente et de manière positive. Donc les outils pour contrecarrer le harcèlement doivent aussi être récurrents. La journée internationale de telle chose, c'est une fois par an. La journée des droits des femmes, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits des femmes, de l'enfance, etc. Ça se passe une fois. Et donc, ça veut dire qu'on parle des droits des femmes que le 8 mars. Et avant le 8 mars et après le 8 mars, comme en France, il y a une femme qui meurt tous les jours. Pour le harcèlement, je dis aux écoles, simple idée, on a des rubans pour toutes les causes. Je pense que pour le harcèlement, c'est vert, mais ce n'est pas l'importance de la couleur, c'est ce qu'on en fait avec. Et donc, je leur dis d'aller mettre des grands rubans, des grands posters sur leurs fenêtres, dans les classes, mais pas seulement. Les panneaux de signalisation, ils sont là depuis longtemps, et je pense qu'il n'y a plus aucun conducteur qui les voit. Ce ruban géant, je l'affiche à mon école, et je dis mon école, elle est contre le harcèlement. Je suis contre le harcèlement. J'ai fait le geste de mettre le ruban là et là. Mais je le fais tous les 15 jours, pas juste une fois par an. Et donc, tous les 2 jeudis, on dit 2 fois par mois, comme ça on est sûr dans le calendrier scolaire qu'on le fait au moins une fois par an. Une fois par mois, pardon. Je le mets, mais quand je vais refaire le geste de le détacher, c'est encore un geste responsable parce qu'après, je sais que je vais en reparler dans 2 semaines. Je vais le réafficher. Et donc, les parents qui viennent à l'école dans la cour, en général, on a toujours plus ou moins la même architecture, on voit toutes les classes de l'extérieur, tout d'un coup, c'est de nouveau vert. Ah oui, harcèlement, chouette. Je suis dans une école, je suis serein, mes enfants sont à l'abri. S'il se passe quelque chose, on peut en parler. Parce que l'école est à l'écoute justement de ce phénomène. Et voilà, et ainsi de suite. Un bandeau, un ruban au niveau du poignet, des chansons. Il y a des écoles, je vais aller dans une école pour faire des ateliers d'écriture parce qu'ils veulent que je leur écrive une pièce pour l'école. Donc toutes des petites choses qui ne coûtent pas d'argent, qui sont simples. On ne doit pas faire venir des gens de loin qui coûtent de l'argent, des choses que les écoles peuvent... Alors, on blesse les gens, donc je vous parlais de mots lancés comme ça. Peut-être comment t'es habillé, celui-là, de toute façon, celui-là, il ne va pas venir avec nous. Expérience qui a été faite en Angleterre par des psys. 2 pommes que je vais préparer chez moi. Une pomme que je vais tapoter plusieurs fois, très légèrement pour ne pas l'abîmer. Et puis, c'est une expérience qui va montrer aux enfants la puissance de leurs mots quand ils vont blesser quelqu'un. Puisque je vous parlais de déni, ça ne se voit pas. Je mets ma pomme que j'ai volontairement abîmée à droite de la classe et la pomme sel à gauche. Les enfants ne savent pas, pour les enfants, c'est 2 pommes identiques. D'accord ? Je charge la moitié de l'auditoire
d'insulter la pomme toute la semaine, à chaque fois qu'il rentre en classe et tout, des choses méchantes. Et la moitié de l'auditoire a parlé avec amour à l'autre pomme. Et après une semaine, on va couper les pommes. On va montrer la première pomme qui a été accompagnée d'amour toute la semaine. Et c'est chaque fois, plusieurs fois par jour. Hein. On rentre, bonjour ma pomme, etc., etc. Tu es délicieux, tu es fantastique, tu es brillant, j'ai envie de te manger. Et wow, elle est bien. Et puis la deuxième pomme, elle a bruni de l'intérieur. Et donc pour nous, qui sommes cultivés, intéressés, curieux, on lit, nous comprenons cela. Et chez les enfants, non. Les enfants vont insulter gratuitement, vont se déchaîner sur Internet et ils ne vont pas voir le mal qu'ils font, puisque le mal qu'ils font ne se voit pas, il est de l'intérieur. Quand un enfant pourra comprendre ceci, il va comprendre pourquoi certains vont jusqu'au suicide. Puisque ces enfants-là souffrent terriblement, les adultes aussi, hein, les adultes qui vont au suicide, qui sont hors de ressources, ils ne savent plus rien faire, ils ne savent même plus appeler à l'aide. Tu as quelque chose encore après? Voilà, je vais terminer par ceci, et pour les adultes que nous sommes, 3 questions, parce qu'il y a le rôle des parents et des aînés. 3 questions à se poser. Si je suis parent d'un enfant qui est victime, je ne vais pas sauter de joie. On est tous d'accord. On sera triste, on a envie de l'aider. Mais je dis aux parents, posez-vous aussi la question, si vous êtes parent d'un enfant harceleur, vous n'allez pas l'accepter. Vous n'allez pas le croire. 3e question. Est-ce que vous êtes certain que votre enfant désigné victime est réellement la victime? Parce que ce cas de figure est très régulier. La victime qui se déclare victime est assez souvent le véritable harceleur. Et donc, je demande aux parents, quand il y a un problème comme ça, que les parents doivent traiter le problème ensemble, ce qui ne se fait pas. À partir du moment, on a tous le même problème en fait. Moi, je suis papa d'une victime, toi tu es parent du harceleur, il faut qu'on s'entraide. Les deux ont besoin d'aide. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a quelques minutes de questions ou voilà. Vous avez des questions ou même un témoignage. Oui.